Cube Radio. Ça frappe à la porte des séries dans la NFL. Plusieurs équipes dans la course avec 4 matchs à jouer. C'est déjà le début de la fin à Miami. Après avoir remporté quelques matchs contre des équipes faibles, les Dolphins s'effondrent de nouveau au mois de décembre et devront se battre pour une place en série. Semaine 15 dans la NFL, est-ce que les Bills peuvent continuer leur travail et battre les Cowboys à Buffalo? Patrick Mahomes se prend pour une Karen et se met à crier après tout le monde. Une belle visite au bar devrait le calmer. Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar de savantes analyses et beaucoup d'émotions, c'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de la Zone Payante. Bonjour à tous. Bienvenue dans cet épisode de la Zone Payante. C'est Jean-Nicolas Gagné au micro en compagnie de l'expert football au Journal de Québec et de Montréal, Stéphane Caderette. Caderette, oui, salut Steph. Hello Jean-Nic, là je te demanderai pas comment ça va. Dans tes manchettes, j'ai compris que c'est terminé les Dolphins, on parle plus d'eux autres, c'est fini. Non, ben on a eu une bonne saison. Moi, honnêtement, non, mais moi j'ai toujours pensé qu'on allait avoir une saison autour de 9-8. C'est ça qu'on va avoir cette année, 9-8. C'est comme l'an passé, c'est assez une bonne saison. On fera pas les séries, ou en tout cas, à moins vraiment d'une catastrophe, là. Mais il y a trop d'équipes dans le mix. Ouais, mais là, on va avoir eu des bons matchs, puis en fait, ça a toujours été une année de reconstruction, là. Les attentes cette année étaient pas plus hautes. C'était gagner un match en série. Là, ça arrivera pas. Tu prends pour acquis qu'ils perdent les 4 prochains, là. Ben là, les Bills, les Ravens, les Cowboys, puis les Jets qui sont de retour. Fait que je sais pas qui on va battre là-dedans, là. C'est sûr que ça aurait été bien de battre les Titans, parce qu'avec les Titans, on se serait peut-être assuré le 7e ou 6e, la 6e place qui donne accès aux séries, mais là, à 9-8, tu fais pas les séries, là. Tu sais que pour virer le fer d'emploi, c'était pas arrivé depuis, je pense, 582 matchs de perdre une avance de 14 points dans les 3 dernières minutes. Ah, mais c'est du Dolphins comme on les connaît. Écoute, tu sais que depuis 2009 ou 2010, je pense qu'il y a la vraie statistique là, c'est que depuis 1989, les années après où j'ai commencé à suivre les Dolphins, il y a 15 fois où après 5 ou 6 semaines ou plus, on avait une fiche positive et qu'on n'a pas fait les séries. Alors, c'est pas nouveau là, qu'au mois de décembre, les Dolphins s'effondrent, là. C'est un peu une ritournelle. Je te rappelle que l'an passé, on était 8-3 et quand le mois de décembre est arrivé, on a perdu 5 matchs. On a fini par gagner la dernière de peur à 9-8 et on a fait les séries de justesse. Peut-être qu'on va faire les séries de justesse cette année, mais je pense pas. Il y a trop d'équipes à 7-6. Puis les Dolphins vont perdre contre les Ravens, contre les Cowboys et contre les Bills. Fait que peut-être dans ta tête un 17 dans le meilleur des scénarios. Ouais, mais je pense même pas qu'on va battre les Jets. Là. Les Jets, les a vus jouer en fin de semaine, sont de retour. Ils ont une aussi bonne défensive, sinon meilleure que les Titans. On a été capable de marquer 13 points contre les Titans. Seulement des revirements ou un pick six qui a donné des points pour les Dolphins. L'attaque a rien produit. C'était une très mauvaise game. Puis, il y a une affaire, moi, qui m'a inquiété par-dessus tout, c'est que quand Tyreek Hill est pas sur le jeu parce qu'il s'est blessé à la cheville, l'attaque disparaît. Tu sais, pour vrai, là, il se passait rien. Là, quand il est revenu, il y a eu comme un petit spark. Mais dès qu'il doit s'absenter quelques jeux pour soigner ses bobos, là, ça va vraiment pas bien. Mais en tout cas, moi, je suis pas prêt à dire qu'ils vont échapper la division. Là. J'ai l'impression qu'ils vont gagner pareil la division Ouest. Ben non, voyons, comment tu veux qu'ils gagnent la division Ouest avec les matchs qui restent? C'est impossible. Ben écoute, là, les Cowboys en ont sorti une grosse contre les Eagles. On s'en doutait la semaine passée que ça pouvait arriver.
Mais avant ça, qui avait battu comme équipe là, super convaincante? Tu sais, c'était un peu le même pattern que les Dolphins. Oui, mais les Cowboys sont en train de vraiment s'installer comme une équipe dominante. Et l'autre chose, c'est que les Dolphins, des 5 joueurs partant sur la ligne, il en reste juste un. Et qui va résister à la ligne défensive des Cowboys, là? Là, c'est Connor Williams qui s'est blessé, c'est ça? Connor Williams est blessé, Terron Armstead est blessé, Robert Nunn est blessé, Isaiah Wynn est blessé. Il n'y a plus de joueurs. Je l'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de profondeur avec les Dolphins. Je t'ai dit au début de l'année, la O-line n'a pas de profondeur, les wide receivers n'ont pas de profondeur, puis les corners, écoute, on a fait jouer Eli Apple la moitié de l'année comme corner partant. Tu sais que tu es en train de te mettre sur une blacklist de fans des Dolphins qui vont bouder notre show, là. T'es conscient de ça, là? Chers confrères partisans des Dolphins, sachez que j'apprécie la saison. J'ai toujours pensé qu'on allait finir 9-8 et je pense encore que c'est le meilleur qu'on peut faire cette année. Je suis heureux que toi sois toujours en santé. Peut-être qu'il va me faire mentir puis qu'il va remporter le match contre les Jets puis qu'on va se glisser en série. Mais si on perd contre les Jets, même pas la dernière semaine, là, la semaine 17, on est éliminé des séries. Mais écoute, je t'envoie un arc-en-ciel, Jean-Nic. Là. Tu mérites un arc-en-ciel. Ça va bien aller. Une chose que j'apprécie, par exemple, des Dolphins, c'est quand il est temps de faire des chorégraphies puis des petites danses après les toucher, ça, ils se sont préparés toute la semaine, par exemple. Hey, ça, ils ont mis des efforts, puis ils sont prêts, puis des danses, puis des chorégraphies, puis ça rivalise d'originalité. Hey, ça, c'est un beau travail, les gars. Non, je sais pas, prenez le temps que vous avez avec le casse à la tête en pratique, là, pour pratiquer des chorégraphies niaiseuses, au lieu de vous pratiquer pour faire des catchs puis des jeux quand Tyreek Hill n'est pas là. Mais moi te dire, les Vikings rivalisent avec vous pour l'art des chorégraphies, puis pourtant, il n'y avait pas beaucoup de choses à célébrer là, dimanche passé. Là. Une victoire de 3-0, moi te dire une affaire, là, j'en ai vu des plus belles. Mais certains diront qu'il n'y a pas de point de style dans la NFL, qu'une victoire est une victoire, mais il y en a toujours bien des plus lettres que d'autres. Non, ça, j'avoue que 3-0, puis je la regardais du coin de l'œil, en plus, cette match-là, parce que, tu sais, c'est intriguant, 0-0. Tout le monde voulait 0-0. Tout le monde, j'avais un chum qui m'écrivait, qui disait, faut que ça finisse 0-0, faut que ça finisse 0-0. Là, c'était rendu le trip de la planète NFL. Là. Il faut pas qu'il y ait de points, il faut pas qu'il nous amène un maudit botté. Mais bon, écoute, c'est une victoire, puis on a fait une petite chorégraphie quand il y a eu une interception d'Ivan Pace à la fin. Excellent secondaire recru, d'ailleurs. Il va être très bon dans les prochaines années. Tu vois, je trouve des façons de m'encourager quand même. Ben là, vous avez une façon de vous encourager parce que les Vikings sont le chemin est là. Le chemin vers les séries est là. Il y a quand même une place. Là. Fait qu'écoute, puis il y a une reconstruction qui s'est faite cette année. Tu parles de reconstruction à Miami. Tu me fais rire. Là. Chez nous, au Minnesota, dans le froid là, du Nord, il y a une vraie reconstruction. Là. La défense est refaite au complet de A à Z ou presque. Il y a un paquet de bons vétérans qui sont partis. Il y a un paquet de salaires qui ont été flushés. Là, on va avoir de l'argent à dépenser dans les prochaines années. Je pense que l'avenir est quand même très intéressant. Bon, je voulais t'amener sur là. J'avais un petit peu de crotte sur le cœur sur les Dolphins. Merci. Je comprends. Merci. Je n'avais pas prévu en parler, mais tu m'as aidé à m'extérioriser. Puis d'ailleurs, j'ai hâte de voir là, comment que McDaniels va continuer à faire des jokes pendant un mois quand l'équipe va finir 9-8. Là. Ça aussi, ça va être un défi de l'entraîneur d'arrêter de jouer au plus malin puis de faire le show pour Hard Knocks puis préparer son équipe. Parce qu'il est pas sorti grandi de ce match-là, Mike McDaniels. Là. Si tu veux le critiquer... Gagner 15 points dans les 2 dernières minutes, c'est aussi de sa faute. Là. Je t'autorise à le critiquer, mais il va falloir que tu arrêtes de mettre un S à la fin de son nom. Tu me fais penser à Josh McDaniels à chaque fois. OK. Après tu pourras le critiquer. Bon, parlons du portrait des séries rapidement, parce que je t'ai lu dans ton résumé de la semaine, puis dans le journal, tu parlais de l'embouteillage qu'il y a à 7-6. Ah oui. Les Bills... qui ont vraiment pas beaucoup de tie-break, là. Eux, il faut qu'ils finissent la saison fort, mais moi, je pense qu'ils sont capables de finir 11-6. Les Bengals, qui ont un corps arrière, en tout cas, pour l'instant, qui fait le travail. Les Broncos, qui ont gagné 6 de leurs 7 derniers matchs. Il y a du monde qui ont du momentum, là, dans ceux qui sont pas présentement classés en série, là.
La chose qui est dommage, c'est pour les Texans de Houston. On en parlait la semaine passée, une des équipes les plus excitantes du moment. Puis là, t'as CJ Stroud qui s'est blessé. On sait pas s'il joue en fin de semaine. Commotion cérébrale, c'est toujours très délicat. Je pense qu'on va se donner une clause journal, moi, tantôt. Puis, ici, ils ont perdu Nico Collins, le receveur. Lui non plus, on ne sait pas s'il va jouer, mais ça commence à faire quelques blessés de leur côté. Tu regardes ça. Tank Dell aussi est parti pour la saison. Ouais, Tank Dell, on le savait, il était fini pour l'année. Ouais. Puis il y a des clubs là-dedans, dans le tapon de 7-6 auquel tu faisais référence. Tu sais, Pittsburgh, c'est tellement pas rassurant en ce moment, là. Écoute, des matchs à venir contre Indy, contre Cincinnati, contre Seattle, contre Baltimore, c'est pas un horaire facile. Déjà, leur vie est pas facile d'avance, là. Ils ont pas d'attaque. Avec Trubisky, c'est lamentable. Je verrais, moi, les Bills faire les séries dans cette gang-là. Effectivement, je pense qu'ils vont finir l'année fort. Puis, je serais pas surpris que les Broncos passent. Si tu regardes les Broncos, là, bon, il y a Détroit qui est un bon test en fin de semaine. Après ça, tu as les Chargers. Justin Herbert, sa saison est terminée. On va avoir droit à de l'excellent Easton Stick. Plus un nom de joueur de hockey que de corps arrière, on en convient. Là. Non, j'allais avec baseball, mais on... Puis, t'as les Pats, puis t'as les Raiders. Ouais, c'est vraiment pas un calendrier prenable. Très difficile. Là. C'est tout prenable. Je serais pas surpris, moi, que dans cette gang d'équipes-là à 7-6, là, les Bills et les Broncos se feraient un chemin. Et enlève la place à qui? Écoute, Dolphins, Pittsburgh. On sait déjà. Non, Pittsburgh. moi, j'enlève pas Miami. Là. Ça, là-dessus, on va s'ostiner jusqu'à la fin de l'année. T'es pas supposé être un expert? Il y a... Miami joue contre les Cowboys à la maison. Je pense que ça leur donne une chance. S'il avait été joué à Dallas, où les Cowboys semblent invincibles cette année puis qu'ils gagnent par 30 points chacun de leurs matchs, j'aurais peut-être pensé autrement, mais je pense qu'ils ont une chance pour ce match-là. Les Jets, ils vont les battre. En partant, là, moi, je suis à 10 victoires s'ils battent les Jets. Peut-être 11 avec les Cowboys. Il n'y a pas de façon qu'ils font pas une série comme ça. Bon, alors, c'est quelle autre équipe qui sort du portrait des séries? Le Steelers, puis c'est qui, les Browns? Je sors Pittsburgh, puis je vais sortir, moi, tiens, les Colts. Pas trop confiance aux Colts en ce moment. Je pense pas que c'est une équipe là, qui a ce qu'il faut. En tout cas, c'est un gros tapon. Là. Il y a 6 équipes en ce moment, je pense, à 7-6. Ça va brasser jusqu'à la fin, ça va promettre une course intéressante. Puis l'autre bord, dans la nationale, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais il y a une raison pourquoi on en parle moins. Tu vois, dans l'AFC, il y a 11 clubs avec des fiches gagnantes, quand même. Puis dans la NFC, c'est complètement l'inverse. C'est 11 clubs avec des fiches perdantes. Ça veut dire qu'encore une fois cette année, on va se retrouver avec des clubs louches en série. Les Buccaneers mènent leur division à 6-7. Ouais, c'est une triple égalité, mais ils ont le tie-break. Puis ce fameux tie-break ou bris d'égalité, si on veut franciser, ça va pas être évident là, de le garder. Là. Bon, Atlanta va encore jouer contre Nouvelle-Orléans. Moi, je continue de penser qu'Atlanta va gagner cette division-là parce que les Saints sont un peu tout croche en ce moment. Tampa, ça va mieux, mais je suis pas convaincu non plus là, de ce qu'ils donnent comme football. Tu sais, pas beaucoup de constance dans leur jeu. Pas une semaine, ça va bien. Après ça, ils en perdent 2-3. Puis, je te dirais que les Rams ont une chance, hein, parce qu'ils ont... Moi aussi, ils jouent bien, les Rams. Il y a quoi qui me fait pencher pour les Rams. Ils sont 6-7 comme les Seahawks, mais ils ont battu les Seahawks 2 fois cette saison. Ça, c'est quand même très important dans une course aux séries. Puis tu regardes les matchs qui restent à jouer, les Commanders, les Saints, les Giants et San Francisco à la fin, OK, wow, mais San Francisco, peut-être que rendu là, ils n'auront plus rien à se battre, qui vont reposer Brock Purdy, qui vont reposer McCaffrey. Tu sais, je t'évoque un scénario hypothétique, mais quand même plausible, je pense. Fait que les Rams, je pense qu'ils ont un beau chemin là, vers les séries qui est possible devant eux. Puis ça va jouer probablement entre les Vikings et les Packers. Là, j'ai bien de la misère à me prononcer là-dessus pour l'instant. OK, on va en discuter peut-être plus longuement dans la portion où on va prédire la victoire et défaite des matchs de cette semaine. Ouais. Juste pour un petit portrait, parce qu'il y a d'autres mondes aussi à l'autre bout du spectre, là, ceux qui attendent de voir le repêchage. La Caroline est toujours dernière du classement général, loin devant les Pats, parce que les Panthers ont 1 victoire, 12 défaites. Un choix qui appartient aux Bears, on le rappelle.
Donc, les Bears, je choisirais premier. Les Pats, je choisirais deuxième. Les Cards, qui ont aussi la même fiche que les Pats, sont 3-10, je choisirais troisième. Suivi de Washington et Chicago, qui se retrouvent avec 2 choix dans le top 5. Ça, c'est quand même exceptionnel pour les Bears, puis ça pourrait potentiellement être plus que ça. On en reparle tantôt, Jean-Nic. Ça marche. On fait une pause et après la pause, on y est. C'est la semaine 15 de la NFL et on va y aller avec nos prédictions. Bougez pas. Vous êtes sur la zone payante, Jean-Nicolas Gagné en compagnie de Stéphane Cadorette, semaine 15 de la NFL, et c'est l'heure des prédictions. Une semaine horrible. Mais là, faut dire que là, moi, je commence à jouer un peu avec feu, là, parce que je prends quelques guesses. Je prends des guesses, là. Je dis, ça excuse pas ma performance de 5 bonnes prédictions pour la semaine passée. J'avoue que c'est une année à oublier. Mais ouais, je suis 5 en 15. Ça fait mal, ça. Ben, tu sais, écoute, je me trouvais... quand on se compare, on se console. Je trouvais que ça avait été dur la semaine passée. Non, mais 9 toi, en 9, 15. c'est quand même bon, là. C'est pas pire, mais tu sais, c'est le Monday Night qui m'a fourré un peu, là, entre toi et moi. Je regarde les stats de tout le monde. Parce que je me suis couché dimanche soir en me disant, ça va bien, puis demain, le Monday Night, c'est 2 faciles quand même. Demain soir, je vais être 11 en 15. J'ai parlé à travers mon chapeau, comme on dit, parce que ça a mal été lundi. OK, bon, essayons, dans mon cas, de me reprendre cette semaine. Mais je t'avertis, cette semaine, j'en ai encore des salés. Et je commence d'ailleurs en prenant le négligé dans le match du jeudi. Je prends Easton Stick et les Chargers. Easton Stick time! Je prends donc Easton Stick et les Chargers face aux Raiders, qui ont marqué le grand total de 0 points. Et comme Jimmy Garoppolo fera peut-être un retour avec un entraîneur qu'il ne voulait pas, et la confusion qui va régner à Las Vegas, moi je pense que les Chargers vont gagner, et les Raiders visent maintenant plus le top 5 dans le draft qu'une place en série. Victoire des Chargers. J'ai hâte de le voir, ce fameux bâtonnet, là, Easton Stick. C'est un choix de 5e ronde. Il y a 2-3 ans de ça. T'sais, il a collé à l'équipe. Ça, c'est signe que quand un choix de 5e ronde reste là, qui devient le backup de Justin Herbert, c'est que tu vois quand même quelque chose en lui. Fait que c'est peut-être pas un jambon, là. C'est juste que c'est dur d'y aller en toute confiance quand le gars a pas vraiment joué à part un essai la semaine passée. Puis les Raiders, moi, c'est drôle, je pense que ça va faire l'effet inverse. Tu sais, si tu ramènes Jimmy G, lui, il va dire, moi, là, votre choix au repêchage, je serai sûrement plus là l'an prochain, j'en ai rien à battre. Vous m'avez benché, moi, vous montrer ce que je sais faire. J'ai l'impression que ça va le fouetter, fait que je vais y aller avec les Raiders dans ce match-là. On a vu aussi là, la défense, sans dire que c'est phénoménal. Ils ont quand même donné juste 3 points. C'est toujours bien pas de leur faute s'ils ont perdu contre les Vikings. C'est une défense qui peut se tenir un peu. Là. Fait que non, les Raiders, ça me semble un bon choix. Les Raiders aussi sont favoris par 3 points pour remporter le match. Les Bengals aussi sont favoris par 3,5 pour remporter contre les Vikings. Je prends les Bengals. Et puis ça, en passant, manquez pas votre journée. Là, on a un programme triple samedi. C'est le retour du football du samedi. Fait qu'on a 3 matchs à commencer par celui-là. C'est à regret, Jean-Nic, que j'y vais avec les Bengals. Des fois, faut outrepasser son cœur et penser avec sa tête. Puis ma tête me dit que Jake Browning joue de l'excellent football. Écoute, ce qui m'impressionne le plus, c'est sa précision, 79% de ses passes complétées. C'est le plus haut pourcentage pour un corps arrière en 3 départs depuis 1950. Puis là, on le sait qu'en 1950, ça lançait le ballon 12 fois par game. Donc, c'est quelque chose de bien qu'il est en train d'accomplir. On va attendre avant de le couronner, là, mais il reste qu'à date, il joue du bon football. Le jeu au sol qui se réveille aussi. Les porteurs de ballon, Joe Mixon puis Chase Brown, un Canadien, Chase Brown, qui font de bons jeux. C'est ça, je préférerais te dire autre chose, mais je vais y aller avec ce que ma tête me dit de faire. Les Colts s'en vont... Toi, tu prends qui, ouais? Moi, j'ai pris les Bengals. Je prends les Bengals. OK. Puis je prends les Steelers à l'étranger contre les Colts. Les Colts qui sont favoris par 2,5.
Sais-tu quoi? J'ai passé vraiment proche de prendre les Steelers parce qu'à chaque fois qu'on se met à taper dessus, qu'on dit c'est fini, que c'est tout croche, que ouais, finalement, peut-être que Mike Tomlin, il a plus la twist, ils n'ont pas moyen de faire des points, ben là, bang, c'est là qu'ils ressuscitent. C'est Undertaker, les Steelers. Là, sont toujours en train de sortir du tombeau. Mais Mitchell Trubisky... c'est encore pire, finalement, que je pensais. Tu sais, je t'ai dit pas plus tard qu'il y a une semaine ou deux, il n'y a pas un si gros déclin entre Trubisky et Kenny Pickett. Mais je pense que je me suis trompé. Est-ce que je suis en train de dire que... Est-ce que tu es en train de dire que tu vas prendre la clause journal? Et si c'est Cal Rudolph qui joue, tu vas prendre les Steelers? C'est Mason Rudolph, pas Kyle, mais tu me ramènes des bons souvenirs d'un tight end des Vikings. Oui, oui. Non. Mason Rudolph, tu sais. Surtout dans le temps de Noël, là. Ouais, Ron Rudolph. Mais tu sais, Rudolph, c'est pas comme s'il arrivait de l'inconnu si jamais il joue, là. Écoute, on a vu ce qu'il faisait par le passé, c'est capitaine checkdown, là, lui. Mais de toute façon, je pense que Trubisky va jouer quand même, puis que ce sera pas une bonne chose pour les Steelers. Puis l'autre chose à surveiller, TJ Watt et Alex Highsmith, les deux gros chasseurs de corps des Steelers, sont blessés dans le protocole des commotions. S'ils sont pas là, c'est sûr et certain que les Colts vont trouver une façon de gagner. Fait que j'y vais avec le fait, moi, qu'ils joueront pas, puis je vais y aller avec les Colts. Les Broncos, 6 victoires en 7 matchs, affrontent les Lions qui, eux, sortent d'une séquence... ils ont-tu 2 défaites en ligne, là, les Lions, ou 2 en 3? 2 en 3. Ils sont favoris par 5 points, les Lions, pour l'emporter à domicile. Mais tu sais-tu quoi? Moi, je vais avec les Broncos. Je fais pas exprès pour prendre contre le spread encore, là, ou contre... pour prendre le négligé. Mais les Broncos, là, ils jouent beaucoup mieux que les Lions en ce moment. Puis j'aime pas la cote de 5. Moi, je pense que les Broncos vont gagner ce match-là. Un samedi soir en plus, Russell Wilson est habitué aux lumières. Ouais, j'y vais avec toi. C'est notre première entente cette semaine. Je favorise les Broncos aussi. Tu sais, on dirait que c'est deux tendances inverses, là. Les Lions, la défense s'enfonce, les revirements à l'attaque, c'est vraiment pas chic. Écoute, puis la défense des Broncos provoque beaucoup de revirements. C'est pas un bon mix en ce moment, ces deux équipes-là. Fait que ça me fait, tous ces facteurs-là, favoriser les Broncos. On s'en va dimanche, les Falcons qui s'en vont en Caroline. Est-ce que les Carolinois vont remporter un deuxième match à domicile contre une équipe qui a un peu de difficulté? Moi, je vais avec les Falcons. Est-ce que t'es game de changer? Écoute, les Panthers sont juste négligés par 3 points, hein? Non. C'est parce que les Falcons, il y a des gros problèmes. Là. J'avais pas vraiment, mea culpa, j'avais pas vu ça passer la semaine passée. Là. Mais écoute, le seul partant qui est en santé sur leur ligne, c'est Mathieu Bergeron. C'est pas des farces, là. Ils ont perdu Chris Lindstrom la semaine passée, un garde étoile. Puis ils avaient perdu les autres dans les semaines précédentes. Fait que c'est une ligne à l'attaque qui a de la misère. Ça va être dur d'établir le jeu au sol en partant. Mais les Panthers jouent tellement du mauvais football offensif. Là, écoute, 18 points en moyenne dans leurs 6 derniers matchs, 6 défaites évidemment. C'est pas avec 18 points que tu gagnes beaucoup de matchs dans la NFL d'aujourd'hui. Il se passe à peu près rien. Bryce Young se fait sacker. Il y a eu un réveil du jeu au sol la semaine passée par contre, là, ça faut le souligner. Mais les Falcons sont très efficaces là, contre le jeu au sol, très efficaces en défense de manière générale. Ça va être dur pour Bryce Young. Victoire Falcons. Les Browns sont favoris par 3 points. Ils reçoivent les Bears qui vont un petit peu mieux, mais je pense que Joe Flacco va mieux que n'importe quel autre corps qui a joué pour les Browns cette année. J'y vais pour une autre victoire des Browns. Ouais, c'est peut-être là que j'y vais, moi, pour la surprise de la semaine. Je vais prendre les Ours, mon Jean-Nic. Ils viennent de gagner 2 fois. C'est la première fois en 2 ans là, que ça arrive. La défense a provoqué 11 revirements dans les 3 derniers matchs. Puis, ce qui me fait peur du côté de Cleveland, c'est que le front défensif des Bears, depuis l'arrivée de Montez Sweat, très intimidant. Ça a vraiment transformé le front. Beaucoup de sacs du corps, beaucoup de pression. On l'a vu il y a 2 semaines contre les Vikings. On l'a revu la semaine passée contre les Lions. Jared Goff qui courait pour sa vie souvent. Je pense que Sweat a eu 8 pressions la semaine passée. C'est quand même énorme, 8 pressions. Ça se traduit pas toujours en sac, mais quand t'es dans la face du corps arrière et que tu le déranges, tu sais, Joe Flacco, là, c'est une statue.
Puis les 3 premiers bloqueurs, parce que la semaine passée, les Browns avaient déjà perdu leurs 2 bloqueurs. Il y a le 3e qui s'est blessé. Ça commence à être mince, sa ligne à l'attaque. Ça me fait peur de ce côté-là. Fait que je vais y aller pour une surprise. J'espère que je me planterai pas, mais des fois, il faut y aller. Il faut mettre sa tête sur le bio. Les Bears vont gagner ça. Ouais, les Browns sont favoris par 3 points à domicile. C'est pas non plus... Mais c'est un guess. C'est pas l'upset du siècle, là, on s'entend, mais ce serait quand même quelque chose. Les Packers favoris par 3,5 points à domicile contre les meneurs de la division, les Buccaneers. Ben, les Packers, là, je suis pas tant surpris. Oui, c'était surprenant, c'est sûr. Je les favorisais, puis t'es favorisais, je pense, aussi contre les Giants, mais faut s'attendre à ça, là. Une équipe jeune corps arrière, jeune receveur, tu sais, beaucoup de jeunes un peu partout. Ils vont en échapper des comme ça, là. Tu sais, il reste beaucoup d'apprentissage à faire. Fait que je vais mettre ça sur le compte d'un mauvais match dans le système, du manque d'expérience. Là, contre les Bucs, moi, je leur donne la victoire. Tu sais, les Bucs, il y a une chose, ils sont 3-1 dans leur division. On sait à quel point leur division est faible, mais ils sont 3-6 contre le reste de la NFL. Fait que c'est pas encore un club qui a montré, là, wow, on rivalise contre tout le monde, on est dominant contre n'importe qui. Ils battent surtout facilement des équipes de leur propre division. Packers. OK, moi je vais avec les Buccaneers. OK. J'ai un feeling qu'ils sont partis pour gagner la division, puis s'ils ont besoin de gagner ces matchs-là, victoire des Buccaneers donc contre les Packers. Ça retourne à Miami, les Jets. Là, tu l'as dit, ton punch déjà. Là. Ben oui, mais c'est ça, c'est que moi, comme toi, là, tu sais, là, je pense que je dois écouter ma tête. Puis toute la logique pointe en direction d'une victoire des Jets. Et les Dolphins sont déconcentrés. Faut pas négliger l'impact qu'a un show comme Hard Knocks sur un vestiaire, sur la préparation d'une équipe en plein milieu de la saison. J'ai toujours pensé que c'était une mauvaise idée de participer à ce show-là. J'ai regardé les shows, là, puis je sais pas. Moi, je sens là, que c'est une distraction de plus pour une équipe qui en a déjà beaucoup. Tu sais, Tyreek Hill qui fait son podcast puis qui fait le clown toute la semaine. C'est une distraction de trop pour une équipe qui est pas capable encore de bien performer sur le gros stage quand elle a des matchs les jeudis puis les dimanches soirs puis les lundis soirs. Là, ils affrontent les Jets à domicile dans une short week. Beaucoup de blessés, je l'ai dit tantôt, il y a peut-être un joueur partant qui va être sur la ligne. Toutes les autres, c'est des remplaçants, des joueurs dont j'ai jamais entendu le nom. Toi, pourras pas avoir le même confort dans la poche. Est-ce que Tyreek Hill va être à 80, 70, 60%? C'est dur à dire. Même avec tout ça, je pense pas que notre jeu au sol peut nous sauver contre les Jets. Si ça avait été le cas, j'aurais peut-être pris les Dolphins, mais il y aura pas de succès au sol contre les Jets. Victoire des Jets contre les Dolphins en fin de semaine. Tu vois, moi je pense l'inverse. Je pense que tu peux quand même là, courir contre les Jets. Il y a quand même plusieurs fois cette année. 2 fois, ils ont donné plus de 200 verges. Plusieurs autres fois au-dessus de 100 verges. Donc, il y a moyen de courir contre eux. Mostert puis H1 devraient se faire un beau petit party. Puis, je peux pas te dire que je crois... Ils n'auront pas de ligne de course. Il y a personne pour ouvrir le chemin. C'est ça mon problème. Je dis pas qu'ils sont pas capables de tourner le coin une couple de fois avec des... Mais ils ont quand même vécu souvent avec ça, les Dolphins, là, des blessures sur la ligne à l'attaque. C'est pas la première fois. Puis oui, il y en a beaucoup, je te le concède. Là. C'est inquiétant. C'est un point qui est inquiétant, oui. Mais il me semble que c'est tout le temps l'histoire des Dolphins depuis 2 ans. Bon, un tel est blessé, un autre est blessé. Puis ils perdent toujours. Ils ont quand même bien une fiche de 9-4. Oui, mais là, on le sait, ils ont battu aucune équipe avec une fiche positive. Ben là, tu peux peut-être mettre les Broncos, mais à date, là, il n'y a aucune équipe qui a une fiche de plus de 500 au moment du match que les Dolphins ont battu. Ben, on le sait. C'est une tâche. Ça, c'est sûr que c'est une tâche, ça, à leur dossier. Là. Ça, c'est évident que personne ne va dire l'inverse. Même les plus mordus, positifs et jovialistes des Dolphins vont être capables de dire oui, c'est pas l'idéal.
Mais je continue de croire qu'ils ont ce qu'il faut pour battre un club comme les Jets, même avec une ligne à l'attaque un peu éclopée, pas mal éclopée. Puis l'autre affaire, là, on a vu du grand Zach Wilson en fin de semaine passée, mais il faut pas oublier une affaire. En 31 départs, c'était son 3e match de 300 verges. Là. Est-ce qu'il faut se dire, là, Eureka, il a vu la lumière, il a trouvé la solution, il a compris la vie? On peut-tu se donner 2 matchs avant de conclure quoi que ce soit dans son cas? Parce que je suis pas convaincu, moi, que Zach Wilson qu'on a vu dimanche, c'est le Zach Wilson. Attention. Fait que non, les Dolphins vont gagner ça, Jean-Nic. Ils n'auront pas besoin de lancer pour 300 verges, Zach Wilson. 200, ça va être suffisant. Il nous reste pas mal de matchs, là. Allons-y. Les Saints qui reçoivent les Giants. Les Saints favoris par 4.5. J'y vais avec les Giants. Et monsieur, je suis négligé cette semaine, mais j'y vais avec les Giants contre les Saints. C'est trop le bordel à New Orleans. Ouais, c'est mon autre surprise. Moi aussi, j'y vais avec les Dolphins. Écoute, ils viennent de donner... Les Giants, excuse-moi. Ils viennent de donner plus de 200 verges au sol dans 2 des 3 derniers matchs. Les Giants vont courir la balle avec Saquon Barkley. Tu sais, on parle beaucoup de Tommy DeVito parce que c'est une histoire assez sympathique, là. Le petit gars du New Jersey, l'équipe de son enfance. C'est cute, c'est le fun, mais honnêtement, je pense que le héros de ce match-là va être Saquon Barkley contre la défense des Saints. Les Titans qui ont battu les Dolphins en fin de semaine sont favoris déjà par 2 points pour battre les Texans avec ou sans CJ Stroud. Je vais prendre... moi aussi, je vais prendre les Texans avec la clause journal. Ben là, c'est ça. Là on se l'autorise, je pense. Là. Moi, c'est sûr et certain, si CJ Stroud joue, peu importe si les autres, on n'exagérera pas. Là. Si Nico Collins joue pas, là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais si CJ Stroud joue, les Texans l'emportent. S'il joue pas, moi, j'y vais avec les Titans. Les Chiefs favoris par 9,5 points en Nouvelle-Angleterre après leur crise, où on va en parler au bar, mais après, est-ce qu'ils sont capables de revenir la tête froide et affronter une équipe en déroute? Ils sont chanceux de se retrouver à Foxborough parce que je suis pas sûr que s'ils étaient allés à Baltimore, il y aurait le même état d'esprit. Ils s'en vont à Foxborough, 9,5 points de favoris. Il y a quelques années à peine, on aurait dit c'est la pire situation qui peut arriver. Ils viennent d'en perdre 2, ils s'en vont à Foxborough. Là, écoute, c'est au contraire, là, c'est quasiment ce que le médecin aurait prescrit. Ça va brasser à Foxborough dans les prochains jours. Je sais pas si tu as vu, il y a un informateur qui est bien plugué sur les Pats qui mentionnait que ce serait fait là depuis quelques semaines, que la décision serait prise, que Bill Belichick va finir après la saison. Après leur défaite en Allemagne. Ouais, ben tu sais, c'est pas... Moi, je les suis quand même pas mal, les insiders autour de l'équipe, puis Tom Curran, c'est pas un tata habituellement. C'est pas quelqu'un qui lance n'importe quoi, mais ça a pas été confirmé par l'équipe, ça a pas été au moment où on enregistre, en tout cas, là, ça a pas été confirmé non plus par d'autres gros insiders nationaux. Faut prendre ça avec un grain de sel, puis tu sais, de toute façon, Jean-Nic, c'est une hypothèse qui circule depuis un moment quand même. Là. Laissez-le finir la saison, puis après... Fait que c'est pas comme si c'est une grande nouvelle, mais c'est sûr que ça va faire jaser dans l'entourage de l'équipe là, d'ici le match. Puis les Chiefs, moi je pense que oui, là, ils ont ce qu'il faut pour se relever. T'sais, je pense qu'il faut se faire à l'idée que ce sera pas les Chiefs d'antan. Là. Cette saison, ils ont joué à roulette russe un peu avec leurs receveurs. Ils sont en train de payer le prix. C'est vraiment pas évident de trouver de l'attaque avec ce groupe-là. Mais ils ont ce qu'il faut certainement pour aller gagner ce match-là. Fait que je les favorise, puis même pour passer le spread. OK, moi aussi, je prends les Chiefs dans ce match, sans surprise. Les Niners contre les Cards, moi aussi, je prends les Niners. Ben, je dis moi aussi, là, à moins que tu changes ta prédiction. Je prends les 49ers contre les Cards, même s'il faut qu'ils voyagent en Arizona. Bon, oui, là, écoute, on s'attardera pas là-dessus. Les Niners sont juste trop forts. Les Commanders s'en vont à Los Angeles affronter les Rams. Les Rams qui vont bien, favoris par 6,5, encore aux portes des séries. J'y vais avec les Rams. Matthew Stafford qui connaît quand même une bonne saison. Matthew Stafford, Karen Williams, Puka Nacua. Hey, Puka Nacua, Karen Williams, c'est un choix de 5e ronde aussi. Puka Nacua. Nacua qui n'a pas de temps ralenti là, avec Cup là, depuis le retour de Cup. Écoute, il est au-dessus de 1000 verges quand même. Là, un receveur recru. T'as même Davis Allen la semaine passée, un autre recru, un tight end, un ailier rapproché, qui a un autre choix de 5e ronde, figure-toi donc.
qui a vraiment bien fait contre les Ravens. Ça va être une belle équipe à voir dans les prochaines années. Les Rams sont déjà là, mais dans 1 an ou 2, là, je pense qu'ils vont être redevenus peut-être ce qu'ils étaient. Puis les Commanders, je comprends les Rams. Les Commanders donnent beaucoup trop de points depuis quelques semaines. C'est la débandade. Bon, on tombe dans des matchs significatifs. Les Cowboys s'en vont à Buffalo affronter les Bills. Les Bills sont favoris par 2,5 points à domicile. J'y vais avec les Bills. Je pense que on le dit depuis un bout là, que la fiche des Bills représente pas la qualité et de leur attaque et de leur défense, dans lequel les deux sont top 5. Josh Allen est capable du pire rarement, mais du meilleur souvent. Il va encore être le meilleur sur le jeu cette semaine. Un match plus difficile pour Dak dans le froid de Buffalo. Victoire des Bills dans mon cas. Ouais, Dak va falloir qu'il en sorte toute une. Tu sais, au moment où il y en a plusieurs qui commencent à parler de lui comme MVP, c'est le genre de match qu'il faut qu'il aille chercher. Là. C'est vraiment le genre de match qu'il faut qu'il aille chercher. Puis c'est pas facile à Buffalo. Tu le sais, en décembre, là, y a-t-il une place plus tough à jouer que là-bas? C'est quelque chose. Les Cowboys, on en a parlé les dernières semaines à quel point ils étaient forts à la maison. En dehors de Dallas, ils inscrivent 23,7 points par match. C'est pas mauvais. Mais à la maison, pour te comparer, 39,9 par match. Je pense que ça va paraître. J'ai les Bills aussi dans ce match-là. Josh Allen va faire les gros jeux. Les Jaguars, eux aussi ont un match important contre les Ravens en fin de semaine. À domicile, sont négligés par 3,5 points. Les Ravens qui connaissent une saison qui pourrait les amener à remporter le titre de la conférence. Ouais. Je vais y aller avec les Ravens, mais ça se peut qu'ils l'échappent contre les Jaguars. Moi, je pense que ça va faire dur, les Jaguars, cette semaine. J'ai le feeling que ça sera pas beau. Tu sais, Trevor Lawrence, est-ce qu'il a bien fait de revenir au jeu tout de suite? 3 interceptions quand même la semaine passée. Je t'en parlais là, la semaine passée, justement, qui était 0-2 contre les défenses du top 8 cette saison. Ben là, tu sais que les Ravens sont au sommet pas mal. Sont 4e contre la passe, sont 2e au total en défense. Je pense que Lawrence et sa bande vont en arracher. Puis en plus, les Jaguars sont 31e contre la passe. On sait que les Ravens sont de plus en plus axés sur le jeu aérien. C'est un trop bon mix à plein de niveaux pour les Ravens, ce match-là. OK, moi aussi, victoire des Ravens. Et on se déplace lundi soir. Les Eagles qui doivent remporter ce match-là contre les Seahawks. Est-ce qu'ils vont le faire? Moi, je pense que oui. Je pense qu'ils ont assez d'armes pour remporter contre les Seahawks, mais ça sera pas un match facile à Seattle, un lundi soir. Non, c'est sûr que je te parlais de place dure à jouer. Seattle en décembre, ça en fait partie aussi, là. Mais c'est la défense qui inquiète. T'sais, ils viennent de donner 527 verges aux Niners, puis c'est pas comme si les Eagles, même si leur attaque est un petit peu en panne depuis 2 semaines, c'est pas une attaque de 2 de pique. Là. Ça va se réveiller tôt ou tard. Je suis pas trop inquiet pour eux sur le long terme. Écoute, les Seahawks, ce qui a surveillé, est-ce que Geno Smith va jouer? Parce que quand c'est Drew Lock, tu le sais, c'est un peu à la Jameis Winston, c'est des montagnes russes. C'est un gars qui prend beaucoup de chance, mais il se fait intercepter aussi. Fait à surveiller. Mais même avec Geno Smith, il n'y aura pas de close journal. On y va avec les Eagles. OK, victoire des Eagles, donc de nos côtés, pour toi et moi. On fait une pause et après, c'est les questions du public. Bougez pas. Questions du public. OK, on est à la période des questions du public à la zone payante, en compagnie de votre expert Stéphane Cadorette, qui s'est préparé pour répondre à toutes vos questions nombreuses. Toujours nombreuses et toujours préparées. Et toujours préparées et toujours nombreuses. Est-ce que nos questions sont toutes bonnes? On va le savoir immédiatement. On commence avec un classique. Thomas de Bordeaux. Ouais, notre pote. Mon pote Thomas. Allez, mon vieux, comment ça va? Ça gaze? Bon, alors. Il nous rappelle que j'ai eu une semaine difficile. Merci de me le rappeler. 5 en 15 et 9 en 15 du côté de Stéphane. C'est drôle. Lui, il nous donne pas ses prédictions cette semaine. Il s'en est vanté la semaine passée. Ah. Mais Thomas, tout à coup, se fait discret. Ah, Thomas? T'es gêné? Bon. Petite question pour votre émission. Pour la 2e semaine de suite,
Un choc de la NFC impliquant les Eagles s'est terminé par une nette défaite pour Philadelphie. Que manque-t-il aux Eagles pour reprendre leur dynamique positive? C'est une bonne question, ça, Thomas. Écoute, moi, je suis étonné que ce soit aussi difficile pour les Eagles contre la course. Là, les quatre dernières games, ils ont donné au moins 140 verges au sol. Tu sais, tu regardes leur front défensif, c'est pas supposé d'arriver. Est-ce que l'arrivée de Shaquille Leonard, qui va tranquillement être intégré dans le plan de match défensif, va changer la donne? Fort probablement. J'ai hâte de voir. À Philadelphie, là. Ouais, ben c'est ça. Il y a eu souvent des blessures, on le sait, là. Mais écoute, il y a l'attaque qui piétine, mais comme je te le disais il y a 2 minutes, moi je suis pas trop inquiet là, pour leur attaque. Tu sais, il faut peut-être juste se recentrer sur qui sont les Eagles, c'est quoi votre identité. Je trouve que les Eagles, l'an passé, c'était clair. Là, on vous court d'en face. C'était une des rares équipes l'année passée qui avait un ratio à peu près égal de course et passe. Cette année, sans dire qu'ils sont très, très, très axés sur la passe, c'est quand même 55%. Fait que c'est déjà plus que l'an passé. Recentrez-vous sur qui vous êtes. Retrouvez le jeu que vous aviez au dominant au début de la saison avec DeAndre Swift. Puis ça devrait bien se passer. J'ai encore un problème de sifflette cette semaine. Ah non! Mais oui. Il faudrait que t'en imites un ou je sais pas quoi. Là. Ouais, mais non, on va être obligé d'y aller sans sifflette. Imaginez-le. Bonjour à tous les deux. J'espère un jour avoir la chance de pouvoir assister à un match de la NFL pour la première fois de ma vie, si possible, bien sûr, en Arizona. Ça, c'est Alain qui nous écrit. Et je te le souhaite, Alain, là, aller voir un match de la NFL, faut que tu le fasses. C'est de l'argent, c'est du temps, c'est un déplacement, mais c'est un souvenir. C'est un souvenir impérissable. Est-ce que Stéphane pourrait nous expliquer comment fonctionne un tailgate? Est-ce qu'il faut acheter des billets? Est-ce que n'importe qui peut entrer? Est-ce qu'il est facile de se joindre à des groupes? Ça commence à quelle heure, etc.? Monsieur, je suis toujours sur la galerie de la presse. J'ai hâte d'entendre ton expérience tailgate. Ça m'empêche pas de me promener dans un tailgate avant ça, Jean-Nic. C'est sûr que moi, j'arrive des heures avant une game, peu importe à quelle heure. Là. Puis oui, j'aime ça me promener dans un tailgate tout le temps. Pour vrai, là. C'est sûr que quand je travaille, je vais pas me saigner des bières. On s'entend. Mais salutations à ton patron qui est très heureux d'entendre ce genre de propos. Exceptionnellement, le devoir me l'imposait quand il a fallu que je vous raconte mon expérience à Michigan contre Ohio State. The game! Ouais, là, il y a eu quelques Bourbons qui ont revolé vers 8h30 le matin. Ça arrive. Mais sinon, non, ça reste très professionnel. Mais pour répondre à la question d'Alain, oui, il faut vivre ça, des tailgates. Là, ça fait partie du package. Quand tu vas voir un match de la NFL, c'est pas juste le match. Donc, t'arrives là, écoute, Arizona, ils jouent à 4 heures, mais à l'heure locale, là-bas, à 1 heure. Donc, t'arrives là assez tôt le matin pour pouvoir te promener, en profiter. Puis, oui, il se vend des billets, tu sais, pour des groupes, là, certains groupes de tailgate, puis on leur lot à telle place, puis tu vas les retrouver vers telle heure, puis tout ça. Donc, ça se fait. Mais une des expériences qui est le fun, c'est vraiment de se promener là, de dire que tu viens du Québec, puis ah ouais, puis là, le monde sont bien impressionnés, puis viens donc ici, on a de la bière, on a des côtes levées, on a je sais pas, des burgers, des ailes, puis là, ça se met à te donner un peu n'importe quoi. Je pense que ça fait partie du trip. Je sais pas si t'es d'accord, Jean-Nic, là, t'en as vécu, mais il faut que tu le fasses un peu de même. C'est drôle à dire, mais il y a pas une place où c'est pareil, là. Effectivement, ça c'est vrai. Tu sais, à Buffalo, les gens sont vraiment généreux, ils t'accrochent puis ils donnent des affaires. Oh, ouais. Il y a d'autres places où c'est vraiment un petit peu plus chic, quasiment guindé, puis le monde ont tout leur tailgate, puis tu sais ça. Ils se mêlent pas trop. Oui, ils se mêlent pas trop. Ouais. Il y a des places où il y a pas de tailgate, là, tu sais là, mettons en Nouvelle-Orléans ou des stades qui sont très centre-ville. Bon, c'est pas qu'il y a pas de tailgate, mais des fois, il y en a quand même pas mal moins que dans un stade un peu plus éloigné où il y a beaucoup de stationnement autour. Puis il y a des places où c'est plutôt commercial, où t'as des tailgates, mais c'est quasiment il y a des prix affichés, puis t'achètes tes choses au prix affiché. Mais comme tu dis, je pense que le truc, c'est d'arriver tôt. C'est de se renseigner aussi sur des pages Facebook de ton équipe. Il y a des gens qui se disent on va être à telle place, tel stationnement, venez nous rejoindre. Des fois, ils disent c'est 20$, puis
Mais c'est sûr, faut se promener. Mais je garantis à Alain que s'il se promène là, la clé, là, c'est de dire que tu viens de loin, t'es venu de Québec, et surtout si t'es en Arizona, à l'autre bout du pays, là, des États-Unis, puis tu dis ça, ah ouais, là, tout le monde va être bien impressionné, puis tu crèveras pas de faim. Là. Puis arrive avec de la bière, donne-en, puis ils vont te donner de quoi en échange. C'est ça le truc, là. Arrive avec un six-pack dans la canette, là, ou un 12, là, puis donne la bière, puis tu vas être bien reçu. OK, une autre question, on va y aller avec Lauriane, ma foi, encore une Française qui nous écrit. J'ai lu que les Niners étaient qualifiés en playoffs grâce à la victoire des New York sur les Packers. Est-ce vrai et pourquoi? Et je souligne, les gars, que je ne suis pas auvergnate. Ni Lyon, ni la Verpillière ne sont en région Auvergne. C'est vrai, parce qu'elle nous disait qu'elle venait du Rhône. Non, pas du Rhône. Ça, là. Faudra définitivement refaire nos recherches. Là. Mais bon, je sais que c'est pas loin là de Lyon, là, Auvergne. Là, je pense qu'elle joue sur les mots, Lauriane, parce qu'elle veut se distancer des Auvergnes qu'on sait maintenant qu'ils sont pingres. Mais Lauriane pose une question sur les 49ers, qui semble être son équipe favorite. Ouais. Et pourquoi ils sont déjà qualifiés, les Niners, après 14 semaines, puis 13 matchs de jouer? Oui, c'est vrai qu'ils sont qualifiés. Puis là, ça, c'est toute une série de grands calculs mathématiques. Mais ça leur prenait une victoire la semaine passée. Ils l'ont eu. Puis ça leur prenait, fouille-moi pourquoi, Jean-Nic, ça leur prenait une défaite des Vikings ou des Packers. Puis les Packers l'ont échappé contre les Giants lundi soir. Ce qui fait que c'est les Niners qui ont officialisé leur place en série. Mais on se fera pas de cachette, ça change pas grand-chose, on le savait. C'est juste que ce qui était officieux devient officiel. Puis j'en profite pour faire mon rappel à tous. On veut des Belges, on veut des Suisses, on veut toute la francophonie au podcast. Oui, parce que faut que je pratique mes accents de plusieurs régions. Là. Ça va être drôle d'entendre parler avec un accent belge. Ouais, c'est ça. OK. Alors, du coup, Lauriane, tu nous réécris. Allez. Hugo Belland, mes Bills ont limogé Dorsey l'autre jour. Tant qu'à moi, ils auraient dû limoger aussi McDermott. Wow. Le petit... Ça, c'était... Ben quoi que McDermott, là, en tout cas, on parlera de son image sur les terroristes. Question. Historiquement, y a-t-il une équipe en pleine saison pour qui ce grand ménage fut bénéfique au point de sauver justement la saison? Là, Hugo, je sais pas si le congédiement de Dorsey est suffisant pour dire qu'ils ont sauvé leur saison, mais ça va mieux depuis. Ouais, mais ça demandait, mettons que les Bills diraient, nous, c'est fini, Sean McDermott. Non, c'est rare là, que ça sauve une saison. Là. Plus souvent qu'autrement, quand une équipe en arrive là, à virer son coach en cours de saison, c'est rare que les résultats vont être positifs. Puis, écoute, les Raiders l'ont fait en 2021. Eux, ça leur a souri. Ils avaient flushé John Gruden parce qu'il y avait eu tout le scandale. Puis, il avait nommé Rich Bisaccia par intérim. Il était devenu seulement les 4e dans l'histoire de la Ligue, les premiers depuis 1961 à faire les séries après un changement d'entraîneur en saison. Ah oui, OK. Je pensais qu'avec Tony Sparano aussi, il avait réussi ça, mais peut-être pas, là. Il avait peut-être fait l'anneau complet, mais t'as raison, là, c'est vrai que c'est rare. Là. Écoute, on n'est pas comme au hockey là, où on met quelqu'un dehors après 40 matchs, puis il reste 40 autres matchs pour se reprendre. Là. Puis McDermott, juste pour en parler, là, t'as fait allusion à l'histoire des terroristes. C'est parce que ça a mal paru, ça a sorti cette semaine, mais ça fait quand même quelques saisons que c'est arrivé. Il avait utilisé l'exemple des terroristes du 11 septembre 2001 pour dire à ses joueurs, quand un groupe communique bien puis qui est bien organisé vers un but commun, ils peuvent accomplir des choses. Puis tu sais, il s'est rendu compte quelques minutes après que ouais, ça n'a pas de bon sens de dire des affaires de même. Il s'était excusé à sa gang, il s'est réexcusé cette semaine quand l'histoire est sortie. Puis par contre, la façon que les Bills sont sortis contre les Chiefs, ouais, ils ont je répondu, peux pas dire, là, écoute, s'il y avait le goût de se traîner les bottines pour que le coach paraisse vraiment mal puis qu'il se fasse crucifier encore plus. Non. Ils ont sorti pour lui. Là. Moi, je vais le dire, là, je pense que pour eux autres, c'est de l'histoire ancienne. Puis que, écoute, il y en a plusieurs qui ont dit après la match, we got his back. Là, on est avec lui jusqu'à la fin. Fait que je pense pas que ça a eu un impact si négatif. Simon qui pose la question. Bonjour à vous deux. La semaine dernière, il y a eu plusieurs questions sur le tanking, donc une équipe qui fait tout pour finir dernière.
Je peux comprendre qu'au début de la saison, une équipe se départisse de certains joueurs pour bâtir le futur, mais j'ai beaucoup de difficultés à croire qu'en cours de saison, une équipe décide de tanker, ce qui expliquerait de donner des directives aux joueurs pour perdre ou baisser le niveau de jeu. Tout finit par se savoir. J'ai 2 questions. Y a-t-il eu des cas clairs de tanking où une organisation a été prise en flagrant délit? Et y a-t-il eu des discussions pour que l'ordre de repêchage soit en partie décidé par le hasard comme dans la LNH? Il me semble que ce serait plus simple et efficace. Merci, Simon. On va y aller point par point. Le tanking, ça a déjà été soupçonné, là, on en a parlé. Puis les cas les plus spectaculaires, ça avait été les Browns. Je me souviens plus, c'était-tu 2015 ou 2017, en tout cas. Hugh Jackson, qui était l'entraîneur-chef. Il y avait des soupçons puis toutes sortes de rumeurs qui avaient sorti de Cleveland. Mais ça s'est jamais vraiment avéré. Ça a jamais pu être prouvé. Puis même chose en 2019 à Miami. Tu t'en souviens très bien, Jean-Nic. Toute l'histoire là, qui était sortie quand Brian Flores avait poursuivi la NFL. La Ligue avait réussi à prouver que les Dolphins avaient fait du maraudage, mais il n'y avait jamais trouvé de conclusion évidente, hors de tout doute, par rapport au tanking. Fait que non, ça n'a pas été jamais, là, de ce que je sache, prouvé qu'une organisation a été prise en flagrant délit. Sait-on jamais, mais c'est des choses qui peuvent être très, très, très difficiles à prouver, honnêtement. Puis l'autre question, là, oui, est-ce qu'on pourrait déterminer l'ordre du repêchage par hasard, là, c'est-à-dire avec un système de boulier, un peu comme dans la LNH? C'est des discussions qui ont déjà eu lieu. Roger Goodell mentionnait même l'année passée aux assises de la Ligue que à peu près à chaque année, ça revenait sur la table comme discussion, mais qu'il semblait pas y avoir un courant assez fort. On le sait que dans la NFL, pour qu'un changement de règlement ait lieu, il faut qu'il y ait l'appui de 24 des 32 propriétaires. Tu sais, c'est quand même beaucoup, là. Puis pour qu'on se rende à un vote, il faut que la Ligue sente qu'il y a vraiment un appui fort dans la Chambre. Là, on va pas perdre de temps avec un vote si le vote sort 6 sur 32. Là. Donc, il semble-t-il qu'il n'y a pas vraiment de mouvement en ce sens-là. Prochaine question de Martin Guy. Il nous dit « Salut, je regarde le match des Patriots contre les Steelers et j'observe que les joueurs de Patriots ne semblent pas avoir le même uniforme. Certains joueurs ont des bas blancs, d'autres des bas bleus, d'autres des bas blancs plus courts. Les joueurs des Steelers, eux, sont tous identiques. Quel est le règlement? Je suis surpris que ce soit permis. Merci pour votre excellent podcast. Merci à toi, Martin Guy. Ouais, merci. C'est le fun d'avoir des nouveaux des fois dans nos questions. On aime tout le monde, même nos réguliers, mais on aime aussi les nouveaux. Des règlements, il y en a surtout dans NFL, Martin Guy. Là. Même les bas, effectivement, c'est une grosse section du livre des règlements. C'est assez complexe. Faut pas qu'il y ait du tape plus que telle hauteur. Faut que le tape soit blanc. Faut qu'il y ait ci, faut qu'il y ait ça. Là, je ferai pas la nomenclature de tout. C'est un peu plate et ennuyeux, mais effectivement, il y a vraiment des règlements sur la couleur, la longueur et tout là pour les bas. Faut pas que le mollet soit trop exposé, mais écoute, c'est monnaie courante maintenant qu'on voit les joueurs faire un peu n'importe quoi. Il y a souvent des amendes données là-dessus. C'est juste qu'on n'est pas toujours au courant. Là. C'est pas toujours dit publiquement tel joueur a eu 5000 piastres d'amende, mais il y en a puis des assez salés. Je pense que Tyreek Hill a eu quelque chose comme 6 amendes cette année pour des histoires de bas. Fait que oui, la NFL, souvent c'est surnommé NFL pour No Fun League. En même temps, il faut qu'il y ait un certain protocole, je pense, au niveau des uniformes, là, mais ça joue dur sur les bas. Bruno nous écrit, il dit « Je vous écoute depuis quelques années et je manque jamais votre balado. Merci Bruno de ton écoute assidue. Félicitations et continuez votre bon travail. Je vous écris concernant mon équipe préférée depuis au moins 50 ans. Oh! J'étais jeune à l'époque. Ils avaient signé un joueur s'appelant Vic Washington, centre arrière des Rough Riders d'Ottawa. Et depuis ce jour, je portais une attention particulière à cette équipe. Et vint la période dorée et glorieuse de Bill Walsh, Joe Montana et Jerry Rice. Donc là, je pense qu'on reconnaît son équipe favorite. Ben oui. Depuis 10 ans, donc, San Francisco a pu mettre sur le terrain de bonnes équipes, des défenses respectables et une bonne offense. Toutefois, elle ne m'a jamais emballé en raison de l'absence d'un carrière de premier plan. Donc, voici sa question. Cette année, est-ce que je dois commencer à rêver sérieusement à la victoire finale? Ils font chier les partisans des 49ers. Ils jouent comme s'il y avait un doute. Mais surtout, l'édition actuelle s'inscrit-elle dans l'identité donnée à cette franchise? Non, mais là, écoute, sa question, en gros, là, c'est est-ce que mon équipe est bonne puis elle peut gagner le Super Bowl? Bruno,
les 49ers, là, c'est de loin la meilleure équipe en ce moment. On parle des Ravens, puis on parle des Cowboys, des Eagles. Ouais. Les 49ers battent toutes ces équipes-là en ce moment une main dans le dos, à part si un malheur arrive, une grosse blessure ou une malchance incroyable. Les 49ers vont être au Super Bowl. Maintenant, le Super Bowl, c'est juste un match, il peut arriver n'importe quoi, mais je vois pas comment que les 49ers peuvent pas se rendre au Super Bowl cette année. Donc oui, tu peux rêver sérieusement à la finale. Oui, tu as une identité similaire à ce qu'avait Joe Montana si les 49ers gagnent 2-3 Super Bowl dans les 5 prochaines années. Ouais, ça faut le faire encore, là, par contre. Là. Oui. Mais effectivement, là, Bruno, permets-toi de rêver, aie du fun avec ça. C'est super, là, quand même comme club en ce moment, puis sont beaux à voir. Il y a des parallèles à faire avec l'édition les éditions des années 80, là, que ce soit... Là, Purdy, on va attendre quand même parce que Joe Montana, ça reste, écoute, probablement le deuxième meilleur corps arrière de l'histoire, le premier même pour certains. Là, il y a un débat tout le temps là-dessus. Purdy en est vraiment pas rendu là, mais je pense que c'est le premier corps arrière qui rend vraiment l'espoir très possible. Tu sais, il y avait quand même des limites avec Jimmy Garoppolo puis tous les autres qui sont passés, mais Brock Purdy semble le plus sérieux du lot. Prochaine question, là, je pense que j'ai perdu son nom. Peut-être tu l'as en note. Une question sur les Chiefs. Il nous dit, il y a 2 questions sur les Chiefs cette semaine. La première, je sais que l'on dit toujours que les Chiefs rebondissent tout le temps, mais est-ce qu'on est finalement en train d'assister à la fin de quelque chose? Et sa deuxième question, plus technique, je me demandais si une équipe qui se trouve dans une très bonne position en premier essai pour gagner en fin de match par un botté de 3 points pourrait décider d'utiliser leurs 4 essais pour le réussir, ou un botté n'est pas considéré de la même manière qu'un jeu au sol pour la passe dans les règlements. Mais moi, je peux répondre à la deuxième question. Tu peux botter au premier, au deuxième, tu peux l'échapper, mais sauf que tu peux pas rater ton botté et recommencer. Là. Exact. Mais tu peux rater ta remise, te coucher dessus, puis reprendre après ça dans un autre essai ton botté. Maintenant, pour ce qui est de la question sur les Chiefs, est-ce que on est en train d'assister à quelque chose, une fin de dynastie ou Non, je pense pas que c'est la fin de quelque chose. Je pense par contre que c'est peut-être une année de transition, tout simplement. Là. Tant que Mahomes va être là, tant que Reed va être là, je pense qu'on peut pas prononcer là, le fait que la dynastie est morte. Mais là, les Chiefs, on en parlait, là, ils ont joué un peu à roulette russe avec leurs receveurs. C'est pas payant cette année. Je pense qu'ils ont compris des choses. Bon, Rashee Rice, le receveur recru, va devenir bon. Là. Il est déjà pas mal pas pire. Mais il va falloir penser tranquillement, pas vite, plus vite que tranquillement même, à remplacer Travis Kelce, là, 34 ans. Il a même évoqué lui-même l'idée d'une retraite possible. Fait qu'il y a une transition. Plus ou moins. Il y a une transition, en tout cas, qui va avoir lieu cette année, là, mais même cette année, les Chiefs sont encore capables de le gagner, le Super Bowl. Là. Tant que tu as Patrick Mahomes, ça fait cliché de dire ça, là, Jean-Nic, là. Mais c'est vrai. C'est tout simplement vrai. C'est un joueur qui peut changer le cours d'un match tout le temps en un jeu complètement loufoque. Mais écoute, les Chiefs, là, faut quand même voir ce qui se passe de bien. Ils ont monté une très, très belle défense avec beaucoup de joueurs jeunes là-dedans qui devraient être là pendant un bon bout. Ils ont un noyau défensif très intéressant pour plusieurs années. Fait que non, moi, je suis loin de dire que c'est la fin de quelque chose. C'est Alexis qui nous posait la question, puis il nous demande aussi, pensez-vous recevoir à nouveau des invités comme l'année dernière? Peut-être, c'est pas exclu. Ça dépend toujours aussi de la... Tu sais, on trouve déjà qu'on vous donne un podcast qui est long à écouter, là, puis on vous remercie souvent, on voit les statistiques, puis on voit que vous l'écoutez presque au complet, chacun de nos épisodes. On vous remercie pour ça. Mais tu sais, si on ajoutait... si on enlevait les périodes des questions ou si on enlevait les prédictions, il faudrait enlever quelque chose. On peut pas faire un podcast de 2 heures. Mais moi, je dis, tu sais, Steph, je pense qu'à la fin de l'année, on va demander aux gens quel changement ils aimeraient voir au podcast. Peut-être qu'on va revenir avec des invités. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais qui sait, là, tu sais, on n'est pas fermé. On trouvait aussi peut-être un invité de temps en temps, mais moi, personnellement, je trouvais que le monde du football est très petit. Ça nous prend des invités francophones, forcément.
on faisait le tour du jardin quand même rapidement. Fait que, tu sais, si tu veux pas avoir 2, 3, 4 fois les mêmes invités, je pense qu'il faut y aller peut-être plus sporadiquement. Notre ami Roussovski qui nous pose la question, est-ce que le match Minnesota versus Las Vegas a battu le record du match au plus faible pointage? Sinon, quel est le match record? Alors non, il l'a pas battu. Non, il y a déjà eu des 0-0, monsieur Roussovski. Puis écoute, des 3-0, là, c'est arrivé 7 fois dans l'ère du Super Bowl. Dont la dernière fois en 2007, un match impliquant les Dolphins et les Steelers en passant. Puis le dernier match de 0-0, parce qu'il y en a eu quelques-uns là, dans les années 30, 40, tout ça, mais le dernier remonte à 1943. Giants contre Lions, ça devait être excellent. Il y a de cela 80 ans. Donc, c'est déjà arrivé du 0-0, puis c'est pour ça que tout le monde freakait dimanche en disant « Faut que ça arrive, faut que ça arrive, faut que ça arrive ». Moi, ça me tentait pas tant. Kevin qui pose la question, à quand un livre sur les histoires football de Stéphane Cadorette? D'ailleurs, comment es-tu devenu un expert football? Hey, on se lance-tu dans un livre, Steph? Il y a un livre. Et puis on a un autre auditeur, on n'a pas passé la question, mais qui nous demandait à quand un livre, puis ça c'est vrai, je l'invente pas, de recettes de cocktails pour Noël. Il disait, tu mets ça en dessous du sapin. C'est Jérôme qui nous a écrit... Hey, ça serait un doublé de livres pour Noël l'an prochain. Ça serait un beau défi, ça. Écoute, un livre, on sait jamais. C'est quelque chose que j'aimerais faire à un moment donné. Est-ce qu'il y a un appétit assez vorace au Québec pour un livre sur le football? Vous me le direz. Mais moi, j'aimerais ça, c'est sûr, à un moment donné, là, faire un résumé de toutes les folies que j'ai pu vivre. Puis, comment je suis devenu intéressé au football? Depuis que je suis tout jeune, moi, j'avais découvert ça avec Tecmo Bowl. Je sais pas si tu as joué à ça, Jean-Nic. Bien sûr. Moi, j'étais en 5e année à peu près. Tecmo Bowl et Super Tecmo Bowl. Ouais, mais vraiment, le premier, le Tecmo, là, avec Bo Jackson. C'est excellent. Avec Bo Jackson, c'était fabuleux. Puis j'ai toujours été maniaque depuis. Je me suis mis à m'intéresser. J'ai pas raté une saison. Je rate pas ben de matchs. Puis j'ai joué. J'ai pas joué longtemps. J'ai pas une longue carrière de joueur, mais quand même, j'ai joué au secondaire à Saint-Jean-Eudes. J'ai tripé ma vie. Puis quand je suis devenu journaliste sportif, je me disais toujours... imagine si je pouvais couvrir la NFL. Mais on avait quelqu'un qui le faisait au journal, il le faisait bien, puis à un moment donné, ce quelqu'un-là a été déplacé aux arts et spectacles. Ah oui, c'est ça. J'y ai mis de quoi dans son sandwich un midi, il m'a jamais vu. Non, il est allé aux arts et spectacles, tout simplement, changement d'orientation de carrière. Puis, j'ai pris sa place, puis ça dure depuis 2011, puis j'espère que ça va continuer, on prend jamais rien pour acquis. Régent, il nous dit « Je ne manque jamais une émission, mais voici avec une nouvelle question. Il semble que Chicago va obtenir le premier choix au repêchage. Ne devrait-il pas sélectionner Marvin Harrison Jr. plutôt qu'un nouveau QB et enfin donner des armes à Justin Fields qui en a bien besoin? » Bonne question, Régent. Puis c'est pour ça que tantôt, je faisais allusion à cette question-là en disant on en reparlera de la situation des Bears avec leur premier choix, mais... sans dire que c'est ça qu'ils vont faire, ça se discute en ce moment, là, parce que Fields joue quand même bien. Je pense qu'il voit qu'il y a des qualités athlétiques exceptionnelles. Il y a de quoi à faire avec lui, mais tu choisis pas souvent premier au total. Est-ce qu'ils vont tomber en amour bien raide avec Caleb Williams? Ça reste à voir. Est-ce qu'il va y avoir un changement de régime? Ça, c'est l'autre question à se poser. Tu sais, si tu mets Eberflus dehors, puis Ryan Pace, ou juste Ryan Pace dehors, par exemple, c'est clair que le nouveau régime va vouloir repartir avec un nouveau corps arrière. Mais à ce stade-ci, les Bears jouent quand même mieux. Je pense pas qu'il va y avoir un grand ménage. L'autre décision que les Bears vont avoir à prendre, c'est est-ce qu'on le garde, le premier choix, ou on l'échange, puis on va se pacter encore 3 autres choix de première ronde, 2 choix de 2. C'est à peu près ça que ça vaut, là, un premier choix. Ça vaut énormément cher. Beaucoup de questions là-dedans, mais Marvin Harrison va assurément être considéré. Le problème, c'est que si les Bears repêchent 1 et 5, il va être trop tard en 5. Marvin Harrison Jr. va être sorti. Tu penses? Je pense que oui. Je pense que oui. Il va y avoir 2 corps arrière qui vont sortir très tôt. C'est ça, mais on dit souvent ça, mais là, plus le repêchage arrive, plus les corps arrière descendent. Moi, j'en vois 3 parmi les... En tout cas. À voir, là. Mais, à voir. J'ai l'impression qu'il y a 3 corps arrière qui vont sortir dans le top 5. C'est le Maman Robin! J'ai pas son thème. On n'a pas le petit jingle. Mais non, j'ai pas son thème. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait quand même. C'est trop le fun, ça.
on va faire le moment Robin. Salut à vous deux. C'est pas ça, le... Oui, exact. Bien joué. Non, tu vois. Charge. Si vous remportiez un concours extraordinaire de la NFL vous permettant d'instaurer une amélioration à la Ligue, quelle serait votre amélioration? PS, est-ce vrai que Jean-Nic vient de mettre en vente son chandail des Dolphins? De toute façon, je pourrais pas le vendre. Il y a personne qui l'achèterait, là. C'est ça le problème, là. C'est qu'il aurait fallu que je le vende à la sortie du match contre Denver, mettons, là. Quand il était au sommet de sa valeur. Mais écoute, là, il faut que tu confirmes, il y a une rumeur qui court que tu l'aurais brûlé. Non, mais il est dans le foyer. Il manque juste une bûche. Il manque juste une bûche. Non, je l'ai encore. Je pense que je vais le mettre... Tu sais, si on se rend en série à 9, si on fait les séries à 9-8, je vais le mettre. OK. Pour un enregistrement de la zone payante. Parce qu'on vous rappelle que vous pouvez vous entendre à l'audio, mais nous sommes également en vidéo sur le site de Cube ou sur YouTube. Donc, si on réussit à faire les séries à 9-8 par un miracle que je ne saurais décrire, je vais mettre mon chandail de Tua pour la dernière émission de l'année. Oh, j'aime ça. Tu viens de t'engager, puis ça va nous amener sûrement beaucoup de fans qui veulent te voir en chandail de Tua. Bon, moi, je vais le dire, c'est quoi je vais prendre par surprise un peu. On y va les deux, là, ouais. OK, mais pour répondre à la question de Robin, quel genre d'amélioration que j'aimerais apporter moi, là, ce que j'aimerais, là, c'est que dans les 2 minutes d'un match, quand il reste 2 minutes au match, je trouve que s'il te reste, tu sais, c'est parce que s'il te reste 1:45, 1:40, puis l'autre équipe a pas de temps d'arrêt, tu peux évacuer tout le temps, là, tu sais. Le match est fini. Puis je le sais, là, tu sais, je comprends toute la gestion du temps, mais j'aimerais qu'il y ait une règle qui empêche d'écouler le temps dans une fin de match serré où, avec 1:40, le match est fini. Si l'autre équipe a pas de temps d'arrêt. Je ne sais pas quel mécanisme, là, mais je trouve que ça tue le spectacle. Je trouve que la NFL manque une occasion de donner une fin de match plus pimentée. Je comprends toute l'historique derrière ça, mais je trouve que 1:40, c'est beaucoup de temps pour la fin d'un match quand c'est gagné d'avance. Quand juste faire écouler le temps, mettre le genou au sol. J'aimerais ça qu'il y ait une règle qui encadre ça. J'adore ça. Puis tu sais, là, on n'a pas pris le temps d'y réfléchir, mais c'est un concept qui est quand même très intéressant, là, qui demanderait 1 million de discussions. Puis ça, on va laisser ça aux gens de la Ligue, au comité de compétition. Mais j'adore l'idée, parce que c'est vrai que quand tu tapes 1 minute 40 de kneel down, là, c'est longtemps. Moi, écoute, je vais y aller avec... peut-être que je me tire dans le pied en disant ça parce que ça étirerait peut-être trop les matchs. Mais j'aimerais ça qu'il y ait possibilité de revoir les roughing the passer, les rudesses inutiles sur les corps arrière et les interférences. Je sais que ça amènerait encore des débats, puis que là, ça enlève la partie humaine de l'arbitrage, tout ça, mais j'étais écœuré d'entendre le monde chialer le lundi que leur équipe a perdu parce que le corps arrière a toujours un flag. J'en peux plus de ces discussions-là. C'est comme si le match, on dirait que c'est jamais joué ailleurs. Il s'est toujours joué juste sur ce jeu-là. Il y a eu 80 jeux à l'attaque, mais il y en a un qui a compté, là. Fait que pour en entendre moins parler, là, ça ferait bien mon affaire. Donc, je préfère ta suggestion, là, bien honnêtement, mais si j'ai à en apporter une autre, ce serait celle-là. Merci à tous pour avoir participé à cette portion de l'émission. Vous savez que vous pouvez en tout temps nous envoyer vos questions à la zone payante. Vous pouvez nous interpeller sur les médias sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez aussi vous être membre de notre groupe Facebook Nos précieux conseils de fantasy football. Nos précieux conseils de fantasy football. On est à 1000, là? Ah, ça doit. Oui, je pense qu'on l'est pas encore, là. Ça serait le fun de finir l'année à 1000 personnes sur notre groupe. Je pense qu'on est à 990 ou quelque chose comme ça. Un petit coup, let's go, 10 autres personnes pour se rendre à 1000 membres sur notre site, page Facebook, notre groupe
nos précieux conseils de fantasy football. Vous pouvez aussi nous écrire par courriel. À quelle adresse, Steph? La zone payante à commercial québécoismedia.com. C'est le moment de faire une pause parce qu'après la pause, on s'en va au bar. Bougez pas. Pini, le bar, mon cher Steph. On s'en va au bar et cette semaine, on va avoir des clients. Écoute, moi, j'ai vraiment vu Patrick Mahomes comme une Karen en fin de semaine. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une Karen, là, c'est le personnage type qui est souvent moqué, entre autres aux États-Unis, mais un peu à travers le monde anglo-saxon. La Karen, c'est la personne qui veut toujours voir le gérant pour se plaindre, qui est toujours en train de chialer que c'est pas à son goût telle affaire, qui a une coupe de cheveux là qui donne tu sais qui une coupe de cheveux classique avec les cheveux courts, un peu une coupe là en avant ouverte là. Tu sais, c'est vraiment comme la chialeuse, la mère qui se croit tout permis là, tu sais, qui se plaint que son café est trop froid. C'est un peu à ça que Patrick Mahomes m'a fait penser en fin de semaine. Ouais. Puis honnêtement, je voulais l'amener au bar avant même qu'il pique une crise, parce que je sais pas si tu l'as vu pendant le match, mais à un moment donné, ils ont demandé un temps d'arrêt et ils regardaient les jeux avec Andy Reid, et là, il y a la caméra de NFL, film, ou je sais pas, ou aussi de la télévision qui s'est approchée, mais pas proche là, pour voir de quel jeu ils discutaient, là. Il était comme dans l'entourage là, du caucus. Comme chaque temps d'arrêt, il y a toujours une caméra de la TV qui se promène pour voir un peu c'est quoi les discussions, mais ils font pas exprès pour filmer le... Et là, Patrick Mahomes a fait comme un geste très autoritaire en disant « Va-t'en, tasse-toi, va-t'en d'ici, tasse-toi. » J'étais comme « Voyons, calme-toi, là, on le verra pas, le style de jeu que tu vas faire, là, que ton receveur va dropper anyway, là. » Comme... il est ses nerfs, Patrick, là, cette saison. Hein? Hey, il est vraiment sur les nerfs, là. Franchement, là, ça m'a comme donné le signe que, oh, OK, il est dans cet état d'esprit-là. Puis là, ben, évidemment, on l'a vu à la fin du match, comment que le tout a 2 fois plus explosé. Juste ça, c'était prémonitoire. Et à la fin du match, on en reparlera aussi, parce que je pense que toi aussi, t'as un invité lié à ce jeu-là, mais à la fin du match, quand la décision de l'arbitre lui est allée en défaveur et ce qui a annulé un toucher qui aurait peut-être donné victoire, on ne sait pas, il reste encore 1 minute, là. C'est ça, c'est l'autre affaire que les partisans des Chiefs oublient de préciser. Et il a hurlé après l'arbitre, tel une Karen. Il a fallu qu'il soit retenu par les joueurs, par ses coéquipiers pour ne pas... Je sais pas qu'est-ce qu'il aurait fait. Est-ce qu'il se serait rué sur l'arbitre? Qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce qui... Tu sais, des fois, là, tu penses plus gros que la décision. À ce que j'ai compris, c'est de la façon dont tu as vu. Puis là, je vais faire amende honorable à la fin de mon laïus, là, parce que je sais que plus tard, il s'est excusé. Il a dit qu'il était un peu allé trop loin, mais à la fin du match, t'as vu le seul commentaire qu'il a dit à Josh Allen quand il est allé le voir. Moi, c'est surtout ça qui m'a insulté. Parce que Josh Allen, lui, qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans? Rien à voir là-dedans. Ça, c'était vraiment la pire affaire, là. Écoute, là, le monde a chialé combien de fois dans le temps que Tom Brady allait pas donner la main après des défaites difficiles, des fois, là. Je te dirais que j'aime autant ça que ce que Patrick Mahomes a fait, moi. Tu sais, c'était vraiment insultant. Tu vas donner la main à l'autre, puis tu le blâmes quasiment d'une décision qui a aucun rapport, là. En voulant dire, t'as pas mérité ce game-là. T'as rien gagné, mon gars, là. T'as gagné à cause d'une décision conne, qui était pas conne en passant. C'était la décision à prendre, mais on pourra en reparler. Mais écoute, moi, c'est le bout qui m'a le plus écœuré dans tout ce que tu viens de dire. Puis il est retourné au podium pour encore en remettre une autre couche en disant qu'on parle toujours des décisions des arbitres à la fin des matchs. Hey, wow, minute, là. Là, on en parle parce que toi, t'en parles, OK? C'est vrai que les arbitres, oui, là, ils ont fait des erreurs en fin de match. C'est un sport qui se passe très vite, où il y a des judgment calls, et qu'il va y avoir des erreurs. Puis il y a des erreurs, d'ailleurs, dans des matchs peut-être un peu moins suivis, là, tu sais, là, il va-tu avoir une erreur en fin de semaine entre le match des, je sais pas, là, des Bears contre... ouais, c'est ça. Mais... Tu sais, il y en a des erreurs, des matchs, puis qui sont pas nécessairement aussi à la fin du match, là. Mais puis ça je veux en juste était pas finir une, là-dessus, là. Steph.
Ça en était pas une erreur. Ça, tu le diras. Mais juste finir là-dessus, Patrick Mahomes, finalement, a semi-revenu sur ses propos en disant que, il aurait peut-être pas dû dire ça, surtout à Josh Allen, qui était un peu... il veut tellement gagner qu'il donne des commentaires. Puis ça, j'admire ça au bout, là. Patrick Mahomes, là, continue d'être full in, full dedans, puis de vouloir gagner, puis d'être super fru quand tu perds, quitte à casser ton casque, être fru sur le banc, tout ça, il y a aucun problème. Mais, tu sais, il y a un bout où il faut que tu penses que t'es pas plus gros que le sport, là, tu sais, là. Ouais. Puis Karen, c'est ça qu'elle arrive. Des fois, là, elle est au Starbucks, là, puis c'est pas le nombre de sucre qu'elle voulait dans son café. Puis là, elle veut parler au président de la compagnie. Tu sais, wow, minute, là, ça reste un café, un gars derrière le comptoir, il a fait une erreur ou pas, ou tu l'as mal dit, ou tu sais, il y a une confusion. Bois-les, là, puis tu nous reviendras quand tu vas être plus calme. Alors, j'amène Patrick Mahomes au bar avant que tu nous parles de ton invité. Moi, je vais lui faire boire une belle canette de Meat Karen. Ça existe? Ouais, une petite canette, c'est un petit breuvage là qu'on peut acheter. Donc, c'est la vodka avec de la lime, du bleuet. C'est fun pour une Karen aussi parce que c'est 0 sucre, 0 calories, pas de saveur artificielle. Donc, de l'eau, de la vodka, du citron et des saveurs de bleuet. Parfait pour boire et pour calmer la Karen au bar. Bon, ben c'était très éloquent, ça, Jean-Nic. Wow, honnêtement, tu l'as fait comme j'aurais pas pu le faire. Félicitations, parce que tout est dit sur Mahomes. Moi, honnêtement, ça m'a vraiment gossé. Puis, écoute, là, faut juste rappeler que sur ce jeu-là, là, il y en avait une punition, c'était flagrant. C'est le fun des fois là, de chialer après l'arbitrage, mais écoute, le gars, Kadarius Toney, le receveur, est aligné, passé la ligne de mêlée. Là, il y en a qui disent « Ouais, mais l'arbitre aurait dû l'avertir avant. » Quand c'est flagrant comme ça, les arbitres le font pas. Puis, il y a une autre chose, il y a une emphase claire sur ce règlement-là cette année. Tu sais, les Chiefs ont dit après la game « Ouais, mais là, depuis 5 ans, on n'a jamais vu ça. » Puis, OK, mais c'est parce qu'en 2021, là, il y en a eu une punition appelée pour ça. En 2022, il y en a eu 3. Puis cette année, là, c'est pas un hasard, il y en a eu 12. 12. Ça veut dire clairement que cette année, les équipes ont eu le mémo, ils ont été avertis. Slacker les alignements offside, autant en attaque qu'en défense. Je peux pas croire là, que c'est tombé des nues puis que tout le monde est donc surpris de ce qui s'est passé. Tu sais, quand t'es rendu à 12 punitions pour cette infraction-là, spécifiquement, ben, c'est qu'il y en a eu des avertissements, puis le mémo a circulé. Arrêtez de pleurer. Fait que j'avais un invité au bar, mais sais-tu quoi? Mais est-ce que les partisans des Chiefs auraient préféré que, comme à la lutte ou au hockey professionnel, on range le sifflet quand c'est le jeu le plus important ou un des jeux les plus importants du match? Ben, c'est parce que ça a juste pas d'allure de faire ça, là. Évidemment que ça n'a pas d'allure, mais c'est pour ça que je leur dis que c'est... le ref qui a lancé le flag, là, il savait-tu que Travis Kelce allait envoyer une passe à Tony pour un des touchés les plus spectaculaires de la semaine? Ben non, c'est plate. En passant, là, c'est plate comme amateur de football d'avoir été privé de ce jeu-là. Oui, c'était un jeu carrément spectaculaire, super créatif. Il y a peut-être, je pense que ça va même peut-être créer une vague. Il y a peut-être des équipes qui vont se mettre à pratiquer ça. Je serais pas surpris pour des moments importants comme ça. Donc, wow, bravo là-dessus. Mais écoute, le jeu, il est pas bon. Il y a eu une infraction. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est comme ça, c'est la vie. Fait que moi, sais-tu quoi? Patrick Mahomes vient de boire son Meat Karen. Là, je le vois, là, il sort du bar. Je vais le reprendre par la manche. Viens-t'en ici, Patrick. Ça va être une tournée double aujourd'hui. Il y a eu son Meat Karen, puis moi, j'y sors le Blind Pilot Cocktail. Parce qu'il n'a rien vu aller alors qu'il aurait dû voir. Là. Je dis pas qu'il aurait dû le voir sur le coup. Ça, c'est dur, on peut pas demander ça. Mais après coup, là, tu te calmes, tu prends le temps, tu te dis, avant d'engueuler tout le monde, je vais regarder le jeu, je vais voir ce qu'il y en est.
puis tu le vois, là, qu'il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Fait que mon Blind Pilot Cocktail, ben écoute, c'est 1 once de bourbon, 1 once de vermouth et 1 once de, je connais pas ça, du Galliano L'Autentico Liquor. Tournée double, c'est la première fois que les deux, là, on invite le même. Puis Patrick Mahomes, on l'aime, il est bon, il est spectaculaire, il est important pour la Ligue. Mais là, écoute, il a, comme tu as dit très, très bien, il s'est cru plus important que le pape. Ça mérite une petite tournée double. On l'aime, il est bon, il est important pour la Ligue. Mais on l'aime, là, on l'aime encore. Ça va, là. Mais il faut qu'il redevienne le Patrick Mahomes, pas modeste, là, mais un peu comme... Classy, là, tu sais, là, je voudrais pas là, que Travis Kelce, puis Taylor Swift, puis Brittany, puis là, toute l'attention qu'ils ont, leur monte à la tête ou les font craquer, là, parce que, tu sais, ça aussi, là, tu sais, ça fait beaucoup de distractions pour les Chiefs, là. Ouais. C'est pas facile. Une équipe professionnelle, c'est un équilibre. J'en parlais tantôt avec les Dolphins, là, qui ont un Knox en arrière, puis Tyreek Hill qui fait un show à chaque semaine. Des fois, faut que tu te concentres sur ton match, là, plutôt que de te concentrer sur ton image publique, là. Fait que voilà, je pense qu'on a on a vidé la question. Ceux qui se demandaient pourquoi on n'en parlait pas en début de show, on avait prévu le coup au bord. On prévoit toujours, on est toujours un coup d'avance. Bon, ben, là-dessus, Steph, je te laisse à tes matchs, tes games d'échecs. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. Je te souhaite plus que 3 points. Ben oui. Ah non, on va marquer plus que 3 points cette semaine. Mais écoute, ça va être dur. Et je vous souhaite donc, chers auditeurs, une bonne semaine 15 de la NFL. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de la Zone Payante. Bye bye.